Pardon monsieur, la rue Gustave Flaubert s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Ça vous regarde pas monsieur? Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Ok. Dis Lucien, est-ce que savoir rien foutre, ça suffit comme but dans la vie? Pas toujours. Est-ce que ça suffit à nous excuser? Ah, t'as eu raison de la prendre Violette. Avec ça, t'es vraiment une belle bête. Avez-vous un cœur pour sentir? Avez-vous idée de ce à quoi peuvent servir les sons quand il ne s'agit plus de danser ni de réjouir les oreilles du roi? La vie, c'est comme un ouragan. Dans les mangroves tropicales de l'ancien monde vivent une des grandes curiosités zoologiques du globe, la famille des périophthalmes. Des poissons qui passent le plus clair de leur temps hors de l'eau. Malgré leurs airs de petits étrons sortis de la vase, ces créatures méritent quand même un coup d'œil car présentent des facultés uniques dans l'évolution des vertébrés. Mesurant entre 15 et 30 cm selon les espèces, ils se reproduisent autour de mai et juillet et pondent plus d'une centaine d'œufs. Omnivores, il peut vivre jusqu'à 5 ans au maximum, dans un habitat qui se constitue en général d'eau côtière et d'estuaires tropicales entre l'Afrique, l'océan Indien et l'Australie. Les périophthalmes font partie des actinoptérygiens, c'est-à-dire le groupe le plus représentatif des poissons, qui regroupe à peu près les 3/4 sinon plus de l'ensemble des espèces de poissons actuelles. Mais c'est quoi ce bordel? Alors qu'est-ce qui définit un actinoptérygien? C'est un animal qui possède un squelette osseux, dont une colonne vertébrale, des nageoires membraneuses soutenues par une articulation osseuse, et enfin des hématies nuclées qu'il ne partage pas avec les tétrapodes par exemple. Les nageoires pectorales de ce poisson ont une base musclée et puissante qui lui permet de soutenir son propre poids et de se déplacer sur la terre ferme. Les périophthalmes font partie des rares poissons ayant une respiration bimodale, c'est-à-dire qu'ils sont aussi bien capables de respirer sous l'eau qu'à l'air libre. En effet, d'un côté, ils sont pourvus de branchies fonctionnelles comme tous les autres poissons, mais en plus sont capables de respirer à travers la peau comme les batraciens. D'ailleurs, lorsqu'il est sur Terre, il cligne régulièrement des yeux, ce qui permet d'agiter l'eau autour de ses branchies et de s'oxygéner plus aisément. Les eaux de salinité variable, les sédiments et les racines aériennes de la mangrove offrent à ces poissons de mer l'occasion de se créer des abris et de se réfugier à l'abri des prédateurs. Et la vase sous-jacente due à la forte végétation offre à ces petits poissons de chiottes également de nombreux apports en nutriments. Car là, on a affaire à un poisson qui marche et grimpe mieux qu'il nage. Un poisson qui marche et grimpe aux arbres. Là, vous dites c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ces petits étrons creusent leur terrier dans la vase à marée basse. Ces terriers sont pourvus d'un orifice entouré par un rempart circulaire haut de quelques centimètres. En creusant, il fait d'abord l'ouverture initiale du puits. Le trou est large et les bords sont francs. À l'aide de sa bouche, il recrache et rejette les déblais à une certaine distance des bords de l'orifice. Et puis il continue à creuser. Pendant que le puits s'approfondit, un petit rempart est progressivement édifié au bord de l'orifice. S'ajoute un second rempart, plus étroit mais plus élevé, qui est le prolongement d'une chemise de déblais qui vient rétrécir le diamètre du puits. Dans sa croissance, le second recouvre et intègre le premier rempart, et le diamètre du puits est alors stabilisé. Au fond du terrier se trouve la chambre, qui est alimentée par un réseau de plusieurs galeries, qui s'enfoncent verticalement ou bien très légèrement inclinées dans la direction de la rivière. On a trouvé ce résultat avec des expériences faites en captivité. Ça manque de sexe, hein. Et ouais, le terrier a également un rôle capital dans le comportement sexuel. Coutume habituelle et peu originale, les mâles s'affrontent dans des combats violents pour savoir qui aura les faveurs de la femelle. Et pour séduire ces dames, ils se lancent dans une véritable danse nuptiale avec des performances assez surprenantes chez un poisson. À l'issue de la parade nuptiale, le mâle conduit la femelle dans son propre terrier. C'est à la période de reproduction que le rôle du terrier prend tout son sens. La femelle pond ses œufs au fond du terrier, tandis que le mâle passe ensuite afin d'y déposer le sperme. Eh bah ouais, pour les petits coquinots qui regardent la chaîne, ici pas de pénétration à la Rocco Siffredi. Les poissons ont une fécondité externe. Depuis Aristote, et même probablement avant, on a toujours voulu classifier le règne du vivant. Les animaux avec les animaux, les végétaux, les champignons. Sauf qu'autrefois, on utilisait une classification dite classique, c'est-à-dire on regroupe
les trucs qui se ressemblent ensemble et voilà, juste parce qu'ils se ressemblent. Mais bon, le principe était un peu foireux hein, quand tu vois que le castor était considéré comme un poisson au Moyen-Âge, à tel point qu'il aura fallu attendre le XXe siècle pour qu'un teuton, qui s'appelle Hennig, invente la cladistique. La classification se fait alors par clade monophylétique. Un clade, c'est en gros une famille d'espèces regroupant un ancêtre commun et tous ses descendants. Là, on recherche des homologies, c'est-à-dire des caractéristiques héritées d'un ancêtre commun. Les membres d'une telle famille sont reconnaissables par leurs homologies qu'ils partagent tous depuis leur ancêtre en commun, c'est-à-dire par exemple pour les mammifères, la présence de poils. La classification alors s'opère via un arbre phylogénétique qui est en quelque sorte, même si c'est pas du tout pareil, en quelque sorte un arbre généalogique des espèces en fonction de leur relation de parenté. Grâce à la cladistique, on peut déterminer de manière sûre quelles sont les espèces qui ont plus de liens de parenté avec tel ou tel autre. Je dis même que l'homme n'a pas été nécessairement créé et qui descend peut-être bien du singe. Mais quand on compare le fœtus d'une femme, d'une chienne et d'un oiseau... Oh, ça suffit. Eh bien, moi, j'irai plus loin, monsieur le curé. Je dis que l'homme descend du poisson. Parfaitement du poisson. Ah ça, Jean Carmen n'imagine même pas à quel point il a raison. Explication. Au départ, on était des poissons, on barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi. Et on n'était pas au bout de nos surprises. On peut voir ça à travers le cas des reptiles. On a une lignée de bestiaux avec des écailles qui se séparent de la lignée des mammifères. Ces représentants sont ceux qu'on a en tête lorsqu'on parle de reptiles. Avec la cladistique, on s'est récemment aperçu que les oiseaux sont en fait le dernier dinosaure et font du coup partie de cette famille. Les piafs et les crocos ont hérité de certains caractères de leur ancêtre en commun et qu'ils ne partagent pas avec les autres reptiles. Quand on parle de reptiles d'ailleurs, on pense à cela. Sauf que quand on regarde l'ancêtre en commun, on voit que c'est pas monophylétique, car tous les descendants ne sont pas pris en compte. Les oiseaux ont été oubliés, alors qu'ils font partie du cadre, vu qu'ils sont groupe frère avec les crocos. Le clade des reptiles n'est pas monophylétique, et est donc bullshit. Du coup, on remplace le mot reptile par un nom grotesque qui s'applique cette fois à tous les descendants. Le clade est donc monophylétique, et cela donne l'occasion de crâner en société avec un nom savant. Et puis les poissons là-dedans. Ah bah, le poisson et le reptile, c'est le même problème. Par exemple, ici on a 3 espèces. Pour les classer, d'habitude, on s'y prendrait plutôt comme ça, t'es bien d'accord. D'un côté on aurait des poissons, et de l'autre un vertébré terrestre, un tétrapode. Sauf qu'en regardant plus près, on s'aperçoit que le dipneuste a des poumons, un cœur avec des ventricules, des narines internes et d'autres caractéristiques qu'il partage plus avec un mammifère comme Klaus Kinski. En d'autres termes, on en déduit que le dipneuste a plus d'ancêtres en commun avec Klaus Kinski qu'avec un silure. Donc exactement comme on fait pour les reptiles, on remplace le mot poisson par des termes vraiment dégueulasses pour le coup, mais néanmoins exacts. Comme reptile, poisson n'a aucun sens d'un point de vue évolutif, car ne regroupe pas tous les descendants d'un ancêtre en commun. Les tétrapodes ne sont pas considérés. Or on a beau marcher sur Terre, cela ne change en rien au fait que nous sommes issus de cette lignée. Et ouais les gars, va falloir vous y faire, nous faisons partie de la famille des poissons. Ça vous étonne ? Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul. Quand on emploie le terme poisson, on reproduit la même erreur qu'avec le mot reptile, c'est-à-dire qu'on ne considère pas l'ensemble de tous les descendants d'un ancêtre en commun. C'est comme renier son enfant homosexuel, tu peux le rejeter autant que tu veux, ce n'est pas parce qu'il est un peu différent qu'il ne fait pas partie de ta famille. Alors ça veut pas dire que le terme poisson est à proscrire car véhicule des idées nauséabondes. Non, tu peux toujours continuer à l'utiliser. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai demandé de l'actinoptérygien à mon poissonnier, je te raconte pas la mandale que je me suis pris dans la truffe. Mais ça veut dire qu'on vient des périophtalmes en fait. Te méprends pas, gourgandine. Ah non, pas du tout, ça veut pas dire que les périophtalmes sont nos ancêtres, hein. Sinon la vache ils sont vachement vieux. Hein. En regardant la famille des vertébrés, on remarque que les périophtalmes ne font pas partie de la même lignée que nous, ils font partie des actinoptérygiens. Nous autres, tétrapodes, sommes issus d'une autre lignée de poissons, les ripidistiens. Quoi ? Leurs sortes de pattes bizarres ont été acquises indépendamment de notre lignée, en parallèle si tu veux, qui elle en revanche a développé une structure complète de l'ossature pour le déplacement terrestre. Les périophtalmes de leur côté ont évolué partiellement hors de l'eau. Du coup, il leur a fallu développer des structures plus adaptées pour ce milieu. Plutôt que d'avoir des nageoires, franchement pour grimper aux arbres ou pour marcher, c'est quand même assez coton. Hein. Alors tu vas me dire peut-être, t'es bien gentil mais bordel, ils devaient ressembler à quoi les ancêtres des tétrapodes actuels ? Eh ben ils devaient avoir une sale gueule similaire aux périophtalmes en fait, quelque chose comme ça. C'est-à-dire une gueule de poisson, à peu près, hein, mais avec des pattes qui n'en sont pas encore vraiment,
une respiration à l'air libre possible tout en étant dépendant de l'eau, ça a été les mêmes étapes en fait qu'on a dû franchir. Et même les amphibiens, c'est un peu le même merdier, c'est-à-dire leurs larves ont des branchies, les adultes ont des poumons et vivent hors de l'eau, mais ils doivent pourtant rester humides, sinon ils crèvent, et ils se reproduisent même dans l'eau. Ils baissent dans l'eau, tu te rends compte? Les déserts, les crasses, qui me disaient sois prudent, la rivière c'est dégueulasse, les grenouilles baissent dedans. Ah ouais, sortir de l'eau après des millions d'années d'évolution, c'est pas une mince affaire, hein, on change quand même radicalement de milieu. Il faudra attendre les amniotes, qui eux enfin réussiront à s'affranchir des lois du milieu aquatique. Et encore, ils doivent continuer à boire. Les périophthalmes ont une gueule aujourd'hui qu'ont dû prendre nos ancêtres lors de leur conquête terrestre. Si j'ai tant voulu parler du périophthalme, c'est d'abord parce qu'il a une bonne gueule de merde, mais aussi parce que ce poisson grenouille nous pose la question de notre origine à un degré bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tu sais, ça me fait penser au trou de balle créationniste. Pléonasme. Le discours créationniste affirme, entre autres, que pour valider la théorie de l'évolution, il faudrait observer des espèces transitoires, comme des poissons avec des pattes. Sauf que, un poisson avec des pattes, ça existe, bande de glands. Il y en a même qui ont des poumons. Certains poissons vivent davantage sur Terre que dans l'eau, ce qui prouve la dynamique évolutive de ce groupe d'espèces. On a la preuve que les poissons ne sont pas une catégorie aussi fixe telle qu'elle est dans nos esprits. Ouais, enfin, chez ces gens-là, va falloir un mouse paquet d'années de thérapie avant d'avoir un esprit intelligible. Jusque-là, ça va. Mais au-dessus, c'est du fromage. Bien au-delà des religions, des drapeaux, des origines ethniques et des patries, le périophthalme nous flanque toutes ces conneries par terre et nous renvoie exactement là d'où on vient, c'est-à-dire de l'eau. Marcheurs, grimpeurs, danseurs et bâtisseurs, toutes ces qualités ont offert au périophthalme la possibilité de vivre à cheval entre le monde terrestre et le milieu aquatique. La petite sirène, je l'encule. Vous êtes d'un vulgaire. Tant pis pour les attardés qui s'extasient encore sur les Disney. Pléonasme. Aussi. Le périophthalme est l'un des rares animaux actuels qui nous renvoie vers des temps immémoriaux. Un âge où ont eu lieu les étapes progressives de la conquête terrestre. Une formidable épopée dont nous sommes tous les héritiers. Repos, vous pouvez fumer.